Aujourd'hui, on va parler d'une stratégie patrimoniale puissante, mais qui est encore malgré tout assez méconnue, le démembrement de l'assurance vie. Alors si vous êtes intéressé par la gestion de patrimoine, la protection de vos proches et l'optimisation fiscale, restez avec nous dans cette vidéo d'environ 15 minutes, on va expliquer en détail ce mécanisme et voir comment l'utiliser efficacement et quels avantages il offre. Au programme de cette vidéo, on verra donc le principe du démembrement, donc l'usufruit, la nue propriété rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas bien, les implications fiscales pour chaque partie, les bénéfices en termes de succession et en termes de protection, et des stratégies concrètes avec des exemples chiffrés. Pour finir, on verra également quelles sont les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. Qu'est-ce que le démembrement de propriété appliqué à l'assurance vie? Avant toute chose, rappelons le fonctionnement d'une assurance vie classique. Au décès du souscripteur, le capital accumulé est versé aux bénéficiaires désignés, conjoints, enfants, proches, etc., selon la clause bénéficiaire définie. Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste précisément à modifier cette répartition en séparant les droits de propriété, sur ce fameux du coup capital qui est sur l'assurance vie, en deux parties. L'usufruit, ou alors plus particulièrement ici le quasi-usufruit, et la nue propriété. En d'autres termes, au lieu de transmettre la pleine propriété du capital à un seul bénéficiaire ou de le répartir en parts classiques, on va donner à l'un le droit d'en jouir, donc d'utiliser le capital et d'en percevoir les fruits, usufruit, usus fructus, et à l'autre le droit d'en devenir pleinement propriétaire à terme. Concrètement, on désigne généralement le conjoint survivant comme usufruitier, puisque du coup il profitera du capital au décès du souscripteur, et les enfants sont désignés souvent comme nus propriétaires. Ils en hériteront définitivement au décès de l'usufruitier. Donc, vous l'aurez compris peut-être déjà, c'est une clause qui permet de protéger son conjoint sans pour autant délaisser ses enfants, puisque ça permet d'anticiper la succession, et donc de pouvoir donner plus d'argent sans se faire arracher sur donc les droits de succession. Avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais en quelques secondes vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut être extrêmement avantageux pour vous de vous offrir dès aujourd'hui nos services chez Anieri Patrimoine. En effet, si vous souhaitez investir ou placer votre argent, réduire votre impôt, profiter de conseils fiscaux personnalisés de pointe ou même encore investir dans l'immobilier à haut rendement, on est fait pour vous. Anieri Patrimoine, c'est un cabinet de conseils fiscaux et de gestion de patrimoine et de fortune composé d'experts. On a sélectionné pour vous les meilleurs produits, services et fournisseurs pour chacun de vos besoins. C'est vraiment notre ADN et notre métier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle investissement boursier. Et bien sachez que si vous êtes intéressé et que vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite, votre assurance vie française ou même encore une assurance vie luxembourgeoise, c'est possible très simplement chez nous. Sur vos supports boursiers, nous vous apporterons des conseils d'experts en faisant des portefeuilles avec des allocations personnalisées qui répondent à vos besoins et à votre profil d'investisseur. On peut également vous gérer vos portefeuilles avec des gestions à horizon qui sont ultra performantes ou encore des portefeuilles par thématique, par exemple technologie, transition écologique, intelligence artificielle, etc. ou par secteur géographique, monde, USA, pays émergents. Et le plus fou dans tout ça, c'est que nous sommes parmi les moins chers du marché avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de sortie et plusieurs arbitrages gratuits chaque année sur vos allocations. Et vous profitez d'un conseiller en gestion de patrimoine dédié, et ce, indépendamment de vos revenus ou de votre patrimoine actuel. Tout le monde est le bienvenu chez nous. Alors si vous aussi vous souhaitez être vraiment bien conseillé, n'hésitez plus, vous cliquez sur le lien dans la description pour accéder à notre site www.anier-patrimoine.fr et vous allez sélectionner conseil fiscal à 360 degrés, et c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Ça permet de faire connaissance avec vous, de découvrir vos besoins et ensuite d'échanger sur si on peut y répondre ou non et comment. C'est totalement sans engagement et on a beaucoup de disponibilité puisque le but c'est qu'on soit disponible pour nos clients. Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien dans la description et je vous dis à très vite sur notre site. Usufruit versus nue propriété, comment ça marche? Pour bien comprendre, définissons ces termes. Alors si vous connaissez déjà, je vous invite à passer directement au chapitre suivant. L'usufruitier, ou quasi-usufruitier lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, a le droit d'utiliser les fonds comme bon lui semble et d'en percevoir les gains ou intérêts éventuels. Dans le cadre d'une assurance vie, ça signifie que l'usufruitier peut toucher la totalité du capital d'essai et l'utiliser. C'est pour ça qu'ici on parle de quasi-usufruit, parce que l'argent une fois dépensé n'existe plus sous sa forme initiale, puisqu'il a été dépensé. En contrepartie, l'usufruitier a l'obligation légale de restituer au nu propriétaire un montant équivalent à ce qu'il a reçu au terme de l'usufruit. Si l'usufruit est viagé, c'est-à-dire à vie, qu'il n'y a pas de durée délimitée dans le temps, cette restitution doit se faire au décès de l'usufruitier. C'est ce qu'on appelle la créance de restitution due au nu propriétaire. De son côté, le nu propriétaire a la propriété différée du capital sans droit de jouissance immédiate. Il ne peut ni disposer du capital, ni percevoir les revenus générés tant que dure l'usufruit. En revanche, il possède une créance sur l'usufruitier, c'est-à-dire la garantie de récupérer la valeur de ce capital plus tard. Alors on verra que c'est une garantie qui n'en est pas vraiment une en tant que telle, puisque l'usufruitier peut totalement dépenser l'argent, et puis s'il n'est pas capable de restituer la créance, et ben du coup ça fait simplement une déduction sur l'héritage. Donc on verra que c'est pas vraiment une obligation de la restituer. Et du coup, au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire récupère la pleine propriété de ce qu'il reste du capital, éventuellement sous forme de dette, on l'a dit,
à faire valoir sur la succession de l'usufruitier. En résumé, appliquer un démembrement à une assurance de vie signifie qu'au décès du souscripteur, le capital ira à l'usufruitier, qui est souvent du coup le conjoint, qui pourra l'utiliser. Alors en l'occurrence, je vous dis une bêtise, imaginons que vous nommez votre conjoint ou conjointe en tant que usufruitière, ou quasi-usufruitière, il y a 200 000 € sur votre assurance vie, vous décédez. C'est vos enfants qui sont nus propriétaires, donc le capital leur appartient, mais de manière différée, et votre conjoint récupère les 200 000 €, elle peut bénéficier des intérêts qui sont produits à partir de cette somme, ou retirer le capital et le dépenser. Alors ça peut être le dépenser dans des sacs à main de luxe ou une voiture de luxe, peu importe, ce qui n'est pas du tout logique évidemment, mais c'est surtout le dépenser, notamment s'il y a besoin d'aller payer une maison de retraite, ou si par exemple vous êtes encore actif et que votre conjoint ou conjointe ne travaille pas, et ben ça lui fait quand même un matelas de sécurité qu'elle peut dépenser, soit le temps de retrouver un travail, soit le temps de percevoir une retraite, enfin bref, peu importe, vous avez compris l'idée. Et du coup, ce capital, il n'est pas perdu pour les enfants, puisque du coup, ces derniers, en tant que nus propriétaires, ont la garantie juridique d'en récupérer la valeur à la disparition de l'usufruitier. Cette technique, elle est particulièrement utilisée en France, donc pour protéger le conjoint survivant, tout en préservant les droits des enfants, notamment dans le cadre familial. Et alors la question que vous allez me poser, c'est est-ce que je peux démembrer à tout moment un contrat d'assurance vie ou est-ce qu'il faut le faire à la souscription? Eh bien c'est comme d'habitude une réponse avec des nuances. En fait, il est possible de modifier la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie a posteriori de l'ouverture du contrat tant que la personne que vous avez désignée au départ n'a pas accepté sa désignation comme bénéficiaire dans les conditions prévues par la loi. Mais une fois que la personne que vous avez désignée, elle a accepté sa désignation, la clause devient irrévocable et vous ne pouvez plus la modifier. C'est pourquoi on conseille souvent, quand on veut anticiper ce genre de cette notion de démembrement, eh bien de le faire sur des nouveaux contrats, donc quitte à rouvrir un contrat. Alors parfois il y a des stratégies où ça vaut le coup de se dire tant pis, je perds mon antériorité de 8 ans sur certains contrats d'assurance vie, ou en tout cas je prends une fraction de ce que j'ai déjà pour le mettre sur un nouveau contrat, donc je vais éviter par rapport à mon contrat qui a déjà plus de 8 ans, peut-être de retirer des dividendes ou des bénéfices de ce contrat parce que j'aurai pas l'abattement annuel et j'aurai pas la flat tax à 24,7%. Par contre, ça peut être utile de dire j'en rouvre un pour, à ce moment-là, tout simplement pouvoir mettre en place cette notion et cette clause de démembrement par rapport au premier contrat que j'avais ouvert où j'avais pas pensé à le faire. Vous voyez, donc c'est un peu chaque cas de figure qui est à traiter au cas par cas en fonction de comment c'est fait. Et pareil, bien évidemment, notre rôle à nous, c'est de vous accompagner là-dedans avec nos assureurs du coup partenaires et bien évidemment des notaires partenaires ou votre notaire aussi si besoin, sachant que nous on s'occupe de mettre en place le contrat et ensuite de gérer financièrement votre contrat pour malgré tout que vous ayez les meilleures performances et puis vous accompagner dans une vision à 360 de votre patrimoine. Ça ne change rien. Implication fiscale du démembrement en assurance vie. Bon, j'avais commencé à écrire un script en faisant cette vidéo qui était assez complexe, finalement assez long, et je pense que je vais vous donner des exemples, ce sera peut-être le plus parlant et puis ça va me permettre d'expliquer en même temps parce que c'est quand même un système qui est pas facile à comprendre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec l'assurance vie qui est démembrée, c'est que on va pas, contrairement d'ailleurs au contrat de capitalisation ou contrairement aux dons monétaires ou dons de titres boursiers ou ce genre de choses, en assurance vie, le barème, vous savez, qui va être du coup utilisé en fonction de l'âge de l'usufruitier et du nu propriétaire, je vous remets d'ailleurs à l'écran là pour que vous puissiez la voir, ça va être au moment du décès et ça va pas être au moment de la donation. Donc vous pouvez très bien faire une donation quand vous avez par exemple donc un démembrement. Quand je dis donation, c'est faire un démembrement, c'est-à-dire je donne la nue propriété à mes enfants, je mets une clause de quasi-usufruit et je donne l'usufruit à ma femme à mon décès. Mais en fait, ça va pas avoir lieu au moment où vous faites la donation, ça va avoir lieu au moment où vous décédez. Donc typiquement, si vous mourrez à 75 ans, l'usufruit vaudra 30% et la nue propriété 70%. D'accord? Pour l'instant, retenez que ces chiffres. Si vous faites ça à 55 ans, par exemple, vous faites le démembrement, l'usufruit vaut 50 et la nue propriété 50. Donc là, c'est partagé à hauteur égale. Sauf que vous avez beau faire la donation à 55 ans, on s'en fout, ce sera vraiment à l'âge du décès qu'on va prendre le barème. D'accord? Donc ça, déjà, c'est une chose qui va changer par rapport aux donations classiques en immobilier ou sur d'autres contrats, notamment le contrat de capitalisation, où on a fait une vidéo, d'ailleurs, je vous la mets à l'écran, qui est un super outil pour pouvoir transmettre de l'argent à moindre frais à vos proches, enfin, notamment à vos enfants. Et donc, en fait, ce qui va se passer avec l'assurance vie, c'est que au moment où vous allez décéder, alors imaginons que du coup on va reprendre un exemple, vous mourrez à 75 ans, l'usufruit vaut 30% et la nue propriété 70%. On va prendre un exemple très simple, on va imaginer que vous avez 100 000 € sur votre contrat d'assurance vie. Vous savez que quand vous êtes dans le cadre d'une assurance vie, vous avez le droit de donner 152 500 € d'argent à chaque personne qui est nommée comme bénéficiaire. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez 400 000 € sur votre... Alors on va prendre notre exemple, on va dire vous avez 300 000 € sur votre assurance vie et que vous avez 2 bénéficiaires, là je parle pas de démembrement, c'est vraiment de l'assurance vie classique. Et bien du coup chacun va recevoir 150 000 à votre décès, on est en dessous des 152 500 autorisés, donc personne ne paiera de droit de succession. Et puis si jamais vous aviez eu 400 000, du coup chaque personne aurait reçu 200,
si on fait 200 moins les 152 500 d'abattement, il n'y aurait eu que 47 500 € qui auraient été soumis au barème des droits de succession de l'assurance vie, c'est-à-dire 20%, puis après c'est 30% au-delà de 825 000 et quelques. En gros, pour faire simple, on va dire que pour la majorité des gens, retenez qu'il a 152 500 d'abattement, au-delà c'est 20%, et c'est vraiment, si vous avez pas mal d'argent, que c'est au-delà de 800 000 qu'il y a 30%, enfin 31,25. Voilà, donc ça c'est l'exemple classique. Pour vous illustrer, je vais comparer donc l'exemple avec une assurance vie qui n'est pas démembrée et une assurance vie qui est démembrée. On va bien redétailler le tout. Admettons que vous ne démembrez pas votre assurance vie. Et on va prendre un exemple abusé, volontairement. On va imaginer que vous avez 10 enfants, d'accord? Et que vous avez 1 million sur votre assurance vie. Vous décédez, bon, ok. Donc chacun de vos 10 enfants est nommé en tant que bénéficiaire. Je rappelle qu'en assurance vie, chaque bénéficiaire a le droit à 152 500 € d'abattement. Par conséquent, chacun de vos enfants reçoit 100 000 €, donc, puisque vous avez 10 enfants pour 1 million. C'est en dessous des 152 500 €. Personne n'est taxé sur les 100 000 qu'il reçoit. Bon, bah génial, parfait. Maintenant, quand on fait un démembrement d'assurance vie, il faut bien comprendre que, et c'est là où c'est assez complexe à expliquer, qu'il y a un partage, en fait, de l'abattement qui est possible. Alors, je vous donne un exemple très simple. Admettons, vous mourrez, vous avez 75 ans. Vous avez 1 million sur votre assurance vie et vous avez démembré votre assurance vie pour donner l'usufruit ou le quasi-usufruit à votre épouse, d'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est que votre épouse qui a, donc comme vous avez 75 ans, elle récupère l'intégralité du capital de l'usufruit, donc elle dispose des 1 million de l'assurance vie qu'elle peut dépenser comme elle veut, puisqu'elle a le quasi-usufruit dessus. Par contre, fiscalement, ce qui va se passer, c'est que le fisc va dire, ok, comme du coup il y a eu un démembrement, en fait c'est comme s'il n'y avait qu'un seul capital global, donc il n'y a qu'un seul exonération de 152 500 € possible. Donc là on va prendre la calculatrice, on fait 152 500 fois 30%, donc ça veut dire que votre épouse ou votre époux a le droit à 45 750 € d'abattement, donc 30% des 152 500, et vos enfants au global, ils sont plus considérés que comme un seul nu propriétaire, ils ont le droit à 106 750 d'abattement. Et au-delà, c'est les droits de succession de l'assurance vie, donc les fameux 20% puis 30% qui s'appliquent. Comme votre épouse ou votre époux, dans ce cas de figure, vous êtes visiblement pacsé ou marié vu qu'on parle d'époux ou d'épouse, il n'y a pas de souci particulier puisque le conjoint survivant n'est pas taxé comme un héritier ou comme quelqu'un d'extérieur. Donc même si là vous avez 1 million et que du coup elle récupère fiscalement l'équivalent de 30%, donc de 300 000, elle ne sera taxée sur rien du tout puisque en théorie elle aurait dû avoir 300 000 € de reçu, moins 45 750 d'abattement, et donc elle aurait dû être taxée sur 255 000 €. Mais comme c'est un conjoint, c'est pas le cas. Donc voilà, elle paiera juste jamais d'impôt dessus, d'accord? Si jamais vous n'êtes pas pacsé et que c'est par exemple juste un concubin, ce sera considéré comme une personne extérieure à la famille, donc là, oui, elle aura 255 000 € qui vont être soumis au droit de l'assurance vie à 20%. Je vous laisse faire le calcul, ça représente une grosse somme d'impôt à payer. Mais là où c'est le pire, c'est pour vos enfants. Là où dans le cas précédent, chacun pouvait recevoir jusqu'à 152 500 € sans être taxé, là ils ne sont plus considérés que comme un seul, d'accord? Même si vous en avez 10. Donc là, vos enfants qui, je le rappelle, reçoivent l'équivalent de 70% fiscalement de votre assurance vie, donc 700 000 €, ils ont le droit à 106 750 €, et donc il va y avoir 593 520 € qui vont être soumis au barème progressif des droits de succession de l'assurance vie. Si on prend ça taxé à 20%, ça fait 118 650 € divisé par 10, puisqu'il y a 10 personnes, ça fait que chacun aura 11 865 € d'impôts à payer à votre décès, et pour autant, vous l'aurez compris, ils ne vont rien récupérer en termes d'argent, puisque ce sera leur mère ou leur père, enfin en tout cas votre conjoint ou conjointe survivant à ce moment-là, qui d'ailleurs n'est pas forcément leur mère ou leur père, c'est tout là le côté qui peut être parfois vicieux, a le quasi-usufruit. Donc c'est bien votre conjoint ou conjointe qui va récupérer les 1 million et qui va faire ce qu'elle veut avec. Sauf que pour autant, les enfants, ils vont quand même devoir payer les 11 865. Et s'ils payent pas, ils vont se faire rattraper par le fisc, et puis ils vont du coup avoir des intérêts de retard. Donc je suis pas en train de vous dire que le démembrement d'assurance vie n'est pas bien, je suis en train de vous dire qu'il faut faire attention, et il y a des cas où ce n'est pas forcément avantageux. Et donc avant de vous exposer les cas avec des exemples concrets de là où c'est pertinent de faire un démembrement d'assurance vie, vous l'aurez compris, ça peut être dans ce genre de cas de figure où c'est pas intéressant, notamment quand l'usufruitier est un concubin non marié ou non pacsé, puisque là, vous voyez, s'il y a beaucoup d'argent, il risque d'y avoir une grosse succession comme on l'a vu rapidement. Ça peut être dangereux quand il n'y a pas de confiance entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Typiquement, comme on le disait, admettons vous avez des enfants, vous vous remariez, vous nommez votre nouveau conjoint ou conjointe en tant que usufruitier avec une clause de quasi-usufruit. Si la personne est mal intentionnée, elle peut totalement dilapider tout le capital de vos enfants et ils n'en verront jamais la couleur. C'est pas non plus intéressant quand l'usufruitier est âgé
et que la valeur de l'usufruit est faible, et voilà, dans certains cas de figure. À noter toutefois que dans l'exemple que je viens de donner, si vraiment la personne voulait quand même démembrer, quoi qu'il arrive et tout ça, ce qu'il aurait été pertinent de faire, c'est d'ouvrir non pas un contrat avec les 10 enfants en tant que nus propriétaires, mais il aurait fallu ouvrir 10 contrats. Sur chaque contrat, non pas avoir 1 million sur un global, mais mettre 100 000 sur chaque contrat, et dans ce cas-là, nommer chaque enfant individuellement sur chaque contrat. Enfin, vous voyez, genre un enfant égale un contrat. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que si la personne avait fait ça, ok, il meurt, il a 75 ans, donc là il y a 100 000 euros qui sont pris au moment du décès. L'époux ou l'épouse qui a du coup le quasi-usufruit récupère quand même 100 000 euros qu'elle peut dépenser, ça on l'a bien compris, mais fiscalement, elle va récupérer 30 000 euros, d'accord ? En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Elle aura le droit à un abattement donc de 30% des 152 500. Donc en l'occurrence, ça va faire autour des 45 000 et elle ne reçoit que 30 000. Bon, de toute façon, si c'est un conjoint ou conjointe, encore une fois, il n'y a pas de taxe. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est pour l'enfant, puisque du coup, l'enfant, lui, il va récupérer fiscalement 70% du capital, c'est-à-dire 70 000 euros, et il aura le droit à 70% des 152 000 euros. Donc ça fait un peu plus de 100 000 euros. Donc là, dans cet exemple-là, il reçoit du coup l'intégralité de la somme, enfin, il est nu propriétaire de 100 000 euros, et pour autant, il n'aura pas payé de droit de succession. Et du coup, ça c'est pareil pour chacun des enfants. Donc on passe dans un cas de figure, dans le premier cas, où chaque enfant devait payer 11 000 euros pour de l'argent qu'il a pas reçu, enfin chaque enfant ne reçoit pas d'argent, mais au moins ne paye pas de droit de succession. Vous voyez, donc là, ça c'est une méthode d'optimisation qui est assez poussée et qui est intelligente. Donc il faut faire attention et ça se construit. Et donc vous l'aurez compris, il y a des cas de figure où voilà, ça peut être très avantageux d'utiliser le démembrement, comme par exemple, le deuxième exemple que je viens de citer, pour autant on est sur les mêmes bases, simplement en ouvrant un contrat par personne, et ben ça fonctionne mieux. Donc déjà sachez que si vous voulez ouvrir pour démembrer des assurances vie, il vaut mieux faire un contrat par enfant. Ça c'est la première chose, c'est la première base. Après tout va dépendre de l'âge aussi de votre décès, tout va dépendre du montant qu'il y a dessus, et il existe aussi des solutions alternatives, comme par exemple anticiper la donation, on en a parlé rapidement en début de vidéo, avec du démembrement de contrat de capitalisation, peut être assez intelligent, et parfois il peut y avoir un contrat d'assurance vie, vous allez mettre, je sais pas moi, 100 000 euros dessus, vous allez nommer votre époux, votre épouse en tant que quasi-usufruitière et vos enfants du propriétaire, et vous allez ouvrir à côté soit un contrat, soit du coup 2 contrats, si vous avez 2 enfants, où vous allez mettre peut-être 35 000 ou 40 000 pour chacun de vos enfants, sans qu'il y ait de clause de démembrement. Vous voyez, comme ça, votre conjoint survivant a quand même de l'argent de côté au cas où, en même temps vous avez anticipé la transmission, et en même temps, vous vous dites, bon, enfin vous avez décidé souvent ensemble ce genre de choses, mais vous vous dites, ok, elle n'a pas forcément besoin, ou il n'a pas forcément besoin de plus de 100 000 euros, par conséquent, autant qu'on laisse aux enfants qui eux seront jeunes, parce qu'ils auront la trentaine, blablabla, enfin voilà. Donc ça voilà, c'est des stratégies qui se construisent, qui vont dépendre un peu de votre patrimoine, un peu de votre vision, un peu de pas mal de choses. Il y a aussi la notion de réserve héréditaire, donc ça c'est le montant sur lequel vous ne pouvez pas dénaturer vos enfants de leur succession. Donc typiquement, admettons, je prends un exemple très simple, vous avez 100 000 euros, c'est tout ce que vous avez, hein. Vous êtes locataire, vous n'avez pas de patrimoine immobilier, vous n'avez rien, vous avez juste 100 000 euros sur un compte, vous ne pouvez pas mettre 100 000 euros sur votre assurance vie, enfin si vous pouvez le faire, mais ce sera contesté par les enfants en justice probablement à votre décès. Si vous mettez 100 000 euros sur une assurance vie et que vous nommez l'association du quartier ou votre voisin comme bénéficiaire, vos enfants ne vont rien récupérer, et donc bah là, à votre décès, ils pourraient contester en justice la décision. Voilà, donc ça c'est pareil, on en fera des vidéos à part, c'est des sujets assez complexes, mais j'espère qu'avec cette vidéo, même si c'est qu'une introduction, c'est que quelque chose d'assez succinct qu'on a vu en moins de 20 minutes, vous avez quand même compris le fonctionnement et la logique, et que ça vous ouvre un petit peu des pistes dans votre esprit de ce qu'il est possible de faire. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez ouvrir des assurances vie ou des contrats de capitalisation, donc anticiper un petit peu la donation, les successions, ou que vous souhaitez placer votre argent pour éviter de vous faire donc trop taxer à votre décès. Chez Aniré Patrimoine, on s'occupe de tout, on travaille avec des assureurs, on peut vous accompagner avec des notaires pour rédiger les clauses bénéficiaires, les quasi-usufruits, etc. Donc voilà, on vous accompagne vraiment de A à Z dans la démarche, y compris dans la gestion de vos assurances vie ou de vos contrats de capitalisation pendant que vous êtes vivant, tout simplement parce qu'une bonne stratégie fiscale fait que vous allez aussi gagner des intérêts. On arrive à faire travailler avec des rendements qui sont assez élevés et on est parmi les moins chers de France en termes de frais. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, tous les liens sont dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager si jamais il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et puis, je vous dis à très vite et merci d'avoir suivi cette vidéo.